Bon, laissez-moi vous raconter comment ça s'est vraiment passé. Et ne clignez pas des yeux, car le début est fou et ne ralentit pas une seconde. Imaginez, 20 médecins en blouse blanche se pressent autour d'un lit d'hôpital. Tous secouent la tête, murmurant n'avoir jamais rien vu de tel. L'inspectrice Sarah Martinez, la policière la plus coriace de la Phoenix Force, est allongée là. Et maintenant, elle lutte pour sa vie, allongée sur le dos, les machines bipant de partout. Et personne dans cette pièce n'arrivait à comprendre pourquoi. L'ironie est aussi intense que la chaleur estivale de l'Arizona. Vous voyez ce que je veux dire? La seule personne vers qui tout le monde se tournait pour trouver des réponses. Soudain, le plus grand mystère de l'hôpital. On raconte que tout a commencé à 3h47 du matin, lorsque le partenaire de Sarah l'a trouvée en convulsion sur le trottoir, juste à côté de la voiture de police. Aucune blessure par balle. Rien qu'on puisse lui montrer du doigt et dire qui ait pu faire la différence. Juste une policière en bonne santé et respectée, soudainement déchiquetée de l'intérieur. Convulsion, cœur qui saute, son corps qui s'éteint, et personne ne peut donner à sa famille le moindre nom pour expliquer ce qui la tue. Le Phoenix général ne plaisante pas. Alors, ils ont fait appel à tous les spécialistes dont la plaque est accrochée au mur, neurologues, toxicologues, experts en maladies infectieuses. Ils ont fait une avalanche d'analyses, rempli 3 murs de dossiers, fouillé tous les recoins possibles. À chaque fois, les résultats étaient normaux ou tout simplement confus. Avez-vous déjà vu un groupe de génies perplexes? Il y a une certaine panique dans l'air quand les médecins commencent à douter d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant ce temps, la police menait sa propre chasse à l'homme, fouillant chaque affaire que Sarah a eue ces 6 derniers mois, essayant de trouver un ennemi qui pourrait vouloir sa mort. La capitaine Rita Vasquez, le genre de chef qu'on ne contrarie pas, a personnellement épluché des centaines de dossiers. Mais rien ne collait. Pas de menaces, pas d'anciens détenus vengeurs, juste le nom de Sarah à côté de toutes les distinctions imaginables. Et c'est là que l'univers sort une carte imprévisible. À l'étage, dans le même bâtiment, 3 étages au-dessus des soins intensifs, se trouve le service de la prison du comté. Ça sent l'eau de Javel et l'espoir perdu. Et dans l'un de ces lits en acier se trouve Marcus Thompson, ancien ambulancier, actuellement en prison pour vol à main armée. Marcus n'est pas un philosophe de prison comme les autres. Il a été médecin pendant plus de 10 ans avant que sa vie ne bascule. Il pense toujours comme un médecin. Cependant, et quand on a soigné autant de personnes blessées que lui, on commence à entendre les choses comme un chien de chasse perçoit les odeurs. L'infirmière Patricia, l'une des rares à l'hôpital à traiter les détenus comme des personnes normales, entre pour un examen de routine. Il le voit dans ses yeux. Quelque chose la ronge intérieurement. Semaine difficile, demande-t-il. Patricia baisse légèrement la garde et lui parle du policier que personne ne peut sauver. Elle énumère les symptômes, espérant ne pas enfreindre les règles. Marcus écoute en silence, l'esprit s'emballant. Avez-vous déjà vérifié les facteurs environnementaux? Demande-t-il. Mais elle secoue la tête et lui dit qu'ils ont tout testé. Cette nuit-là, Marcus est allongé sur son lit, les yeux rivés au plafond et elle ne peut se défaire de l'impression que tout le monde passe à côté de quelque chose de simple. Le lendemain matin, il découvre que l'activité cérébrale de Sarah empire, ce qui fait que les médecins ne parlent plus de soins palliatifs. Ce genre de discours pèse sur un médecin. Marcus s'entête. Il décide de prendre le risque et demande à parler au docteur Morrison, le médecin-chef de la prison. Morrison sait que Marcus est intelligent. Mais voyons, que peut bien savoir un criminel que 20 des meilleurs médecins de l'État ne peuvent pas comprendre? Marcus explique la situation. Il a déjà vu ces symptômes à 2 reprises lorsqu'il était ambulancier. Des intoxications lentes que tout le monde a manquées parce que personne n'a pensé à les vérifier. Je pense que c'est une intoxication au sulfure d'hydrogène, mais pas d'origine évidente, dit-il. Morrison riposte. Les analyses de sang ne le détecteraient-elles pas? Marcus se contente de sourire. Quel sourire triste et entendu. Pas si l'exposition était lente, chronique, et que les tests n'étaient pas immédiats. Le gaz se décompose rapidement, mais les dommages persistent. Et puis il dit quelque chose qui arrête net Morrison. Et si c'était une voiture de patrouille? Le pot d'échappement fuit sous le siège. Peut-être que le convertisseur est cassé. Ce serait la solution. On peut presque voir les rouages grincer dans la tête de Morrison. Les flics passent la moitié de leur vie dans ces voitures de patrouille. Vitres levées, clim qui hurle. Si le pot d'échappement fuyait dans le mauvais sens, l'intérieur pourrait se transformer en chambre à gaz à faible dose. Il ne perd pas de temps. Il appelle le docteur Park en toxicologie.
Faites-moi plaisir, dit-il. Test de perturbation enzymatique. Marqueur cellulaire, pas seulement gaz. Parc est épuisé, mais elle écoute. Et quelques heures plus tard, soudain, ils ont leur première vraie piste. Au même moment, la police fait remorquer la voiture de Sarah. Les mécaniciens jettent un coup d'œil et comprennent que quelque chose ne va pas. Collecteur d'échappement fissuré. Pot catalytique en panne. Fuite alimentant directement le système de ventilation. La voiture l'empoisonne jour après jour pendant qu'elle fait son travail. Soudain, tout est clair. Non seulement ce qui tue Sarah, mais pourquoi personne ne l'a vu venir. Une fois que les médecins savent contre quoi ils se battent, ils ripostent avec force. Oxygène à haut débit, antioxydants, tout est dans le livre. Les changements sont lents, comme l'herbe qui pousse après la pluie. Mais en moins de 12 heures, l'activité cérébrale de Sarah s'accélère. Son cœur commence à se calmer. Elle respire un peu mieux. Elle n'est pas tirée d'affaire, mais au moins, il y a une piste. Le capitaine Vasquez est le premier à ordonner une inspection complète de la flotte. 17 voitures de patrouille ont un problème d'échappement. 3 auraient pu tuer quelqu'un. Le protocole du service est réécrit du jour au lendemain. Contrôle mensuel, briefing sécurité, tout le tralala. C'est drôle comme il faut un accident de justesse pour que les gens prennent les choses au sérieux. Pendant ce temps, à l'étage, Marcus regarde les informations dans la salle des urgences, découvre l'histoire du policier qui a failli mourir et le diagnostic décisif. Son nom n'est jamais mentionné, bien sûr. Mais il se redresse un peu, simplement conscient. On pourrait penser que sauver un policier ferait de vous un héros, mais en prison, on garde ce genre de choses pour soi. Sarah se réveille quelques jours plus tard, toujours faible, mais vivante. La première chose dont elle se souvient, c'est la fatigue interminable. Ces maux de tête qu'elle avait attribués au stress du travail. Maintenant, les médecins lui expliquent tout. Sa voiture l'a tuée à petit feu, sans que personne ne le sache. Sarah écoute, assimile, et on voit le feu revenir dans ses yeux. Elle n'est pas du genre à se laisser abattre par une chose pareille. Sa convalescence est lente, mais elle est têtue comme une ogre. Kinésithérapie, exercice de mémoire, tout ce qui suit, ennuyeux et douloureux, une fois le drame passé. Son compagnon, Rodriguez, lui rend visite, plaisante, raconte les ragots du commissariat, lui dit que les garçons ont hâte de la retrouver. Infirmières et thérapeutes commencent à la surnommer le cas miracle. Tout l'hôpital se sent plus léger à chaque petit progrès. Mais il y a un aspect de cette histoire dont personne ne parle point, le type à l'étage, Marcus, l'ancien médecin, le détenu qui a vu ce que personne d'autre n'a pu voir. Le docteur Morrison, le seul du système à connaître toute la vérité, confie discrètement à Marcus les cas difficiles. Des ouvriers du bâtiment, des infirmières, et même d'autres détenus présentant des symptômes inexpliqués. Marcus lit les dossiers, pose les bonnes questions, relit les points. Ces analyses sauvent des vies discrètement et efficacement, tandis que le monde extérieur continue de croire que tout est dû au travail d'équipe et à l'innovation. 6 semaines après son réveil, Sarah quitte Phoenix General par ses propres moyens. Ses proches pleurent, les infirmières applaudissent, et le docteur CH et le chef de l'hôpital la conduisent personnellement jusqu'à la porte. Avant de partir, Sarah lève les yeux vers le bâtiment, son regard se perdant dans les étages supérieurs, ignorant qu'elle doit la vie à quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré et en qui elle n'aurait probablement pas confiance si elle le connaissait. C'est comme ça parfois. L'univers vous tend une bouée de sauvetage venue d'une direction inattendue. Un policier presque perdu, sauvé par un prisonnier. Un service transformé à jamais par un accident que personne n'a vu venir. Les protocoles hospitaliers ont été réécrits parce qu'un ancien ambulancier obstiné a refusé de laisser un mystère sans réponse. Marcus retourne dans sa cellule à lire des revues médicales et à aider ses co-détenus. Son monde est toujours entre 4 murs et une porte verrouillée, mais désormais doté d'un but que personne ne peut voler. Sarah reprendra du service dans quelques mois, plus forte et plus sage qu'avant. Elle boite, a quelques trous de mémoire, mais elle aborde sa patrouille avec un regard neuf. Chaque fois qu'elle monte dans une voiture de patrouille, elle vérifie elle-même le pot d'échappement et elle entraîne chaque recrue à faire de même. Le service la considère comme une héroïne, mais elle est hantée,
dans le bon sens du terme. Vous savez, comme si elle portait non seulement sa propre vie, mais celle de tous ceux qui n'auront pas à affronter ce qu'elle a vécu. Le docteur Chin change sa façon d'enseigner aux jeunes médecins, les renseignant sur les risques environnementaux, les avertissant de ne jamais présumer que les réponses simples sont toujours justes. Même Marcus, dans sa cellule, ressent les effets. Les gardes commencent à lui demander son avis sur leurs propres symptômes mystérieux. Sa réputation, du moins derrière ces murs, est presque légendaire maintenant. Certains l'appellent le médecin de la prison. Il hausse les épaules, affirmant faire ce pourquoi il a été formé. Finalement, l'histoire de Sarah devient une légende à part entière. Une policière qui a failli mourir d'un poison invisible. Une équipe hospitalière qui a refusé d'abandonner, un mystère médical résolu par quelqu'un que personne ne soupçonnerait jamais. Et au milieu de tout cela, une question persiste. Combien d'autres réponses se cachent dans l'ombre, attendant que quelqu'un n'écoute ceux que nous ignorons habituellement? C'est là le véritable piège? Non, parce que parfois, la justice, la guérison et la sagesse viennent du dernier endroit où on s'y attend. Alors, dites-moi, si vous étiez allongé dans ce lit d'hôpital, vous soucieriez-vous de savoir qui vous a sauvé ou simplement que quelqu'un l'ait fait? Si cette histoire vous fait réfléchir, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir où se situe la frontière entre le bien et le mal, le héros et le méchant. Feriez-vous confiance à un médecin menotté s'il détenait la réponse? Laissez-nous vous donner votre avis. Et n'oubliez pas, les meilleures solutions viennent parfois de là où personne ne veut. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes.